Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes réunis aujourd'hui de nouveau pour un rendez-vous de l'ADF. Je dois dire que le dernier rendez-vous remonte à plus d'1 an, puisque c'était Bernard Schweitz qui l'avait fait. Exactement. Et cette pandémie a vraiment perturbé nos habitudes. Et bon, je suis très content, Christian, de t'accueillir aujourd'hui. Bon, d'abord parce que tu es le président du scientifique du congrès aux côtés de Stéphane Simon, donc du congrès 2021, et tu l'étais déjà en 2020, donc tu auras fait du RAB, tu auras fait 2 ans, Christian. Donc voilà. Tu es omnipraticien libéral à Paris. Ouais. Tu as fait de nombreuses conférences donc, nationales et internationales, et tu es fondateur de la société donc, de formation M-School. Je crois qu'après, j'en dirai pas plus parce que tu as participé à tellement de choses. Tu es un fervent de l'ADF, tu participes à tous les congrès depuis très longtemps. Et je crois que si la CFAO a 35 ans, puisqu'on en parlait tout à l'heure en faisant un petit débriefing, ce qui est important de souligner, c'est que je crois que tu t'y es mis dès 2001, toi, à peu près. Oui, ça, 2001. Donc je crois que tu connais parfaitement ça. Tu as été un des précurseurs. Et aujourd'hui, on doit traiter de la CFAO, évidemment. Jusqu'où peut-on aller en omnipratique sans aller trop loin? Alors bon, moi je suis un petit peu étonné parce que pour la CFAO, c'était réservé à des unitaires, avec des gens initiés et tout. Et on voit que vraiment, actuellement, c'est en train de se développer énormément. Et quand je vois qu'on traite des cas de prothèse partielle, des cas d'orthodontie, je suis un petit peu interloqué, je dois dire. Voilà. Donc tu vas nous éclairer un petit peu là-dessus. Je vais faire encore une autre précision à cause de la pandémie. Donc, cette année, ce soir, il y a un confinement à 18h. Et il est évident, on a choisi d'enregistrer cette émission que vous aurez avec un petit décalage de quelques heures. Mais Christian nous fait la gentillesse de vous répondre à vos interrogations. Donc, au moment où vous regarderez la conférence. Donc, je crois que c'est vraiment... merci pour ta disponibilité et ta gentillesse, merci. Christian. Et sans plus attendre, je crois que tu as vraiment beaucoup de choses à nous dire. Je te couperai un petit peu la parole de temps à autre, ouais. Mais le moins possible, parce que je crois que tu connais tellement ton sujet que, à mon avis, tu vas nous éclairer. Et toujours pareil, en étant très près de l'omnipraticien et tout, moi je voudrais voir ce qui se fait vraiment dans un cabinet dentaire et qui est à la portée de tous. Voilà, ça c'est après les grands bridges, les grandes choses. Non, mais je préférerais montrer l'évolution qu'il y a eu pour s'être démocratisé complètement et être à la portée de tous. Voilà, Christian, un petit peu ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Joël, pour ces gentils mots et cette introduction. C'est vrai que moi, la CFAO, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Enfin, même le numérique, je suis tombé dedans quand j'étais petit, puisque dès l'âge de 13 ans, j'avais commencé un petit peu l'informatique. Et puis, naturellement, quand j'ai fini mes études de chirurgie dentaire, je me suis orienté vers le numérique. Je me suis équipé effectivement en début 2002, en fait, tout début 2002. Donc ça va faire 19 ans que je fais de la CFAO. J'ai vu toutes les évolutions. J'en suis aujourd'hui au 6e système de CFAO de la marque que j'ai l'habitude d'utiliser. Et je vais essayer de vous montrer un petit peu tout ça, tout ce qu'on peut faire par CFAO. Et puis justement, le piège, c'est un philosophe qui s'appelle Abraham Maslow qui disait que quand on a comme outil un marteau, c'est surprenant comme tous les problèmes peuvent apparaître comme des clous. Et c'est vrai que quand on a un système de CFAO, on pourrait être tenté de tout faire par le système de CFAO, alors qu'il y a des limites et qu'il faut les connaître et qu'il faut justement ne pas aller trop loin. Alors ce que je vous propose, c'est déjà qu'on développe un tout petit peu comment ça fonctionne, cette chaîne du numérique qui est utilisée en CFAO. Elle est constituée de 4 maillons. Le premier maillon, ça va être l'acquisition, c'est-à-dire l'enregistrement des volumes bucco-dentaires à l'aide d'un système optique de façon directe dans la bouche du patient. Ensuite, le maillon suivant, c'est la conception assistée par ordinateur, d'où l'acronyme de CAO. Le maillon suivant, c'est la fabrication assistée par ordinateur. Ce n'est pas la fabrication à proprement parler de la pièce, c'est le calcul de la fabrication de cette pièce. Et d'ailleurs, le dernier maillon, c'est la fabrication à proprement parler, c'est-à-dire l'élaboration physique de la pièce qui a été modélisée par CFAO. Il y a 4 stades, quel qu'en soit le modèle. Ce sont les 4 maillons classiques de la chaîne. Alors, on peut toujours trouver des sous-maillons supplémentaires, mais ce sont les 4 maillons conventionnels de la chaîne. Et ces maillons sont, excuse-moi de couper la parole, et ces maillons sont obligatoirement assurés par le même intervenant ou est-ce que... Non, là je parle de la chaîne du numérique en général. Voilà, donc... Ensuite, en fonction de l'équipement et puis de nos choix,
on va pouvoir réaliser soit une partie de ces maillons dans notre cabinet, en particulier l'empreinte optique, l'acquisition, ou faire le choix de faire l'ensemble des maillons de réalisation de la chaîne numérique dans notre cabinet. C'est ce qu'on appelle la CFAO directe, par opposition justement à la CFAO semi-directe, où l'empreinte optique est envoyée à nos amis prothésistes, que je salue d'ailleurs au passage pour tout le travail qu'ils font. Et ces prothésistes vont traiter les données numériques pour réaliser les étapes de CAO, de FAO et de fabrication, à proprement parler, des restaurations. Alors, pour aller rapidement dans le premier maillon, parce que c'est le maillon le plus important, c'est l'acquisition, c'est l'empreinte optique, eh bien, pour faire un petit peu la comparaison avec les techniques conventionnelles, eh bien, on va essayer de voir un peu quels sont les avantages d'une empreinte optique par rapport aux techniques conventionnelles. Le premier point qui est intéressant, c'est le temps qui va être nécessaire à la réalisation d'une empreinte optique. Ce temps, il est au moins équivalent à celui d'une empreinte conventionnelle. On considère en général que le temps de prise d'un matériau polyvinylsiloxane est de l'ordre de 4 minutes. Eh bien, une empreinte optique va durer moins de 4 minutes. Et là, c'est quelque chose d'intéressant parce que nos confrères qui vont peut-être faire le choix de passer au numérique vont pouvoir se dire « Ok, si je fais l'empreinte optique dans mon cabinet, ça prendra le même temps que ce que je faisais avant, donc je ne vais pas avoir à modifier mes habitudes et mon flux de travail. » Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. En fait, il doit falloir un certain temps d'apprentissage pour passer à une empreinte optique de 4 et minutes, oui, non? Alors, eh bien, paradoxalement, la courbe d'apprentissage de l'étape d'empreinte optique est très très rapide. On l'a constaté quand on fait des travaux pratiques, quand on fait des séances de découverte. Un praticien à qui on apprend la manipulation de la caméra, dès la deuxième fois de prise d'empreinte optique, il est déjà beaucoup plus à l'aise. Et en 3-4 séances, il a complètement acquis la gestuelle d'une prise d'empreinte optique. Donc c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui, grâce au progrès technologique et à la convivialité des logiciels, quelles que soient les marques, permet vraiment de maîtriser très rapidement l'étape d'empreinte optique. C'est pour ça que tu me disais, quand on parlait un petit peu avant, que c'était à la portée de tous les enfants, quoi. C'est à la hauteur de n'importe quelle personne qui a compris comment se manipule. Et on prenait l'exemple des enfants parce qu'ils sont familiers avec tout ce qui est jeux vidéo et choses comme ça. Et c'est vrai que je pense que si je mettais la caméra dans la main d'un de mes jeunes enfants, il serait capable de faire ça sans aucune difficulté. Alors, donc, le temps, on a vu, il est à peu près équivalent à celui d'une empreinte conventionnelle. Et une fois qu'on a fait l'empreinte optique, on a un fichier numérique. Et l'avantage de ce fichier numérique, c'est que le numérique, c'est inaltérable. Donc, on va pouvoir faire des duplicata numériques qui sont très simples. Ici, dans le cas, par exemple, de cette patiente à qui il a fallu faire une extraction implantation immédiate de sa dent numéro 11 fracturée, eh bien, on avait enregistré la situation de départ et puis tout simplement, par un copier-coller au vrai sens numérique du terme, on a pu dupliquer le modèle qui avait été enregistré et sur ce modèle, après, on a pu réaliser une découpe numérique puisque là, dans le cas de cette patiente, il fallait faire une extraction implantation immédiate. Et bien, avant même que le chirurgien ait réalisé l'extraction, j'avais déjà un fichier numérique sur lequel cette dent avait été supprimée et pour lequel je pouvais passer aux étapes suivantes. Les étapes suivantes étant le complément d'information, puisque une fois que l'implant avait été posé, eh bien, j'avais enregistré la position de l'implant. Et là, on se retrouve avec tous les avantages de la copie et du duplicata du monde du numérique. Ici, par exemple, pour cette patiente, eh bien, après la mise en place de l'implant, l'enregistrement de la position de l'implant a duré une dizaine de secondes, puisque toutes les autres informations étaient déjà présentes et qu'il n'y a eu qu'à compléter les informations manquantes. Voilà, j'ai choisi ce cas-là pour vous montrer que c'était quelque chose de facile. Mais d'un autre côté, lorsqu'on prend une empreinte optique et qu'on se rend compte, après avoir fini son empreinte optique, qu'il y a des zones de manque, eh bien, tout simplement, on va pouvoir venir compléter cette empreinte optique sans avoir besoin de tout recommencer. Là encore une fois, en comparaison avec une empreinte conventionnelle, quel que soit le matériau qu'on va utiliser, si l'empreinte conventionnelle a des défauts, on va être obligé de tout recommencer à zéro. On ne peut pas se permettre de découper la partie qui a un défaut et de venir la compléter. Donc on a un vrai avantage de l'utilisation du numérique. Oui, on l'améliore comme on veut, quoi, la demande. Exactement. Et un des exemples
type, ce sont nos amis orthodontistes, nos confrères orthodontistes, qui m'expliquaient que lorsqu'ils faisaient des empreintes, lorsqu'ils avaient besoin d'empreintes de haute précision, en particulier pour les techniques linguales, lorsque les attaches sont faites sur mesure, eh bien, en technique conventionnelle, ils avaient souvent du tirage et ils étaient obligés de reprendre leur empreinte, alors qu'en technique numérique, la zone qui était défectueuse pouvait être découpée et reprise sans avoir besoin de tout recommencer. Donc là aussi, ça a pas mal révolutionné leur pratique quotidienne. Alors, je vous disais, on peut faire du duplicata, on peut faire de la découpe numérique, on peut faire du complément d'information. Et puis, on peut aussi faire de la corrélation de plusieurs empreintes. Dans le cas ici de cette patiente qui avait besoin d'une restauration fixe sous forme d'un bridge de 6 éléments antérieurs, eh bien, j'avais pris la précaution d'enregistrer la situation initiale, là en l'occurrence la situation du bridge provisoire, et ensuite, après avoir déposé le bridge provisoire et fait les finitions au niveau des préparations, j'ai pu prendre l'empreinte des préparations. Et comme sur cette empreinte optique, on le voit très bien au niveau des prémolaires des deux arcades, les données sont exactement les mêmes, eh bien le logiciel est capable de superposer les deux. Et cette superposition, lorsque j'envoie le travail au prothésiste pour que le prothésiste puisse réaliser le bridge, eh bien le prothésiste il va avoir une sorte de masque, une sorte de fantôme de la forme, donc il va savoir exactement dans quel volume il va pouvoir travailler. Il peut glisser d'une à l'autre. Exactement, il peut afficher avec une transparence plus ou moins importante les informations du provisoire. Et là, il va avoir des informations qui sont primordiales pour lui. La position des bords libres, l'axe des dents, la position du milieu interincisif. Il a même la forme de la morphologie palatine des dents. Donc, cette patiente, j'ai envoyé le fichier numérique à mon ami prothésiste et il a pu directement faire le bridge en finition directe puisqu'il avait toutes les informations nécessaires. Donc là, c'est les empreintes dynamiques finalement qui sont en perpétuelle vie, quoi, et qui peuvent être adaptées en permanence. Contrairement au plâtre qui est là figé. Exactement, et je peux même sur ces mêmes empreintes revenir ultérieurement et venir modifier des éléments. Donc on a vraiment une source de données qui est inaltérable, et ça c'est primordial. Comparaison bien sûr au modèle en plâtre et aux empreintes physiques, et surtout qui peut être transmise avec une grande simplicité, puisque ce sont des données numériques et qu'aujourd'hui le numérique il traverse le monde en moins de temps qu'il faut pour le dire. Donc, oui, puis ça peut être enregistré dans le temps aussi. Imaginons qu'il y ait un accident, 2 ans après, on peut revenir ressortir le fichier. Exactement, exactement. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant. Alors là je vous ai montré la corrélation entre plusieurs empreintes optiques, mais on peut aller encore plus loin dans ce raisonnement. On peut faire une corrélation entre une empreinte optique qui est en quelque sorte un volume 3D et le volume 3D issu d'une imagerie radiologique, un cone beam par exemple. Ici, vous voyez sur l'image que je vous projette, le fait de corréler l'empreinte optique du cadran inférieur gauche de cette patiente avec le cone beam, ce qui me permet, lorsque j'en arrive à la planification implantaire, de pouvoir visualiser non seulement le volume osseux dont on a besoin pour pouvoir savoir si l'implant va être positionné et donner les caractéristiques de notre implant, mais comme vous le voyez ici en bleu sur l'image, j'ai la possibilité de visualiser la forme de la future couronne, ma planification prothétique. Et donc, je vais pouvoir optimiser l'axe de mon implant pour avoir un axe qui biomécaniquement sera optimisé. Et puis aussi, on le voit en jaune sur l'image, je vais pouvoir visualiser les tissus mous, ce qui n'est pas possible en imagerie radiologique, puisque les tissus mous se confondent avec les autres tissus, alors que là, on a l'enveloppe des tissus mous, donc ça va même me permettre de savoir... Pour les limites, c'est primordial. Ouais. Exactement, de savoir si au moment de la chirurgie, j'ai intérêt à venir gonfler un petit peu la gencive en vestibulaire, ce que j'ai fait pour cette patiente, ou si je peux me permettre, via un guide chirurgical, de faire un petit punch gingival et de perdre un petit peu de gencive. Et là, on peut symboliser le point de contact aussi d'une façon... Alors, on peut visualiser plein de choses. Oui. Là, ce qui est formidable, c'est que la corrélation d'une imagerie issue d'une empreinte optique avec une imagerie radiologique va décupler les capacités des logiciels qu'on utilise. Alors, on peut aussi incruster dans un portrait d'un patient, comme vous le voyez ici. Ici, c'est un patient qui m'avait demandé une restauration esthétique du secteur antérieur. Eh bien, pour ce patient, j'ai pu intégrer une photo de ce patient et j'ai pu, par incrustation numérique, incruster la modélisation que j'avais faite de ces 4 restaurations intérieures. Ça m'a permis de valider l'axe, encore une fois, de verticalité des restaurations. Ça m'a permis de valider la position des bords libres par rapport à la lèvre inférieure et ça m'a aidé considérablement
dans l'étape de conception assistée par ordinateur des restaurations. Alors, si on veut faire une comparaison, on peut comparer par exemple aux techniques conventionnelles. Ici, vous voyez les mains de mon ami prothésiste Valérie Delepierre. C'était d'ailleurs pour une séance ADF qu'on avait fait ces photos. Et vous voyez que lorsqu'il fait une fragmentation d'un modèle, eh bien, il n'a le droit qu'à un seul essai. Il ne peut pas recommencer. Si malencontreusement son disque venait à toucher la limite, eh bien, le modèle en plâtre, il est altéré, il faut tout recommencer. Alors que là, on a un fichier numérique, on peut faire des découpes numériques, et puis on peut revenir en arrière, ce qui n'est pas possible avec les techniques conventionnelles. Et là, encore une fois, vous voyez, Valérie était amenée à parfaire sa découpe pour pouvoir bien individualiser les limites, ce qui n'est pas nécessaire en numérique. Et allons encore plus loin en comparaison avec ce monde du physique. Lorsque Valérie nous avait brillamment démontré la réalisation d'un inlay en composite, eh bien, il travaille sur le modèle en plâtre. C'est-à-dire que si un de ces gestes, comme ici par exemple, lorsqu'il va parfaire la sculpture des sillons, si un de ces gestes venait à toucher le plâtre, eh bien le modèle en plâtre est altéré et de façon irréversible. Là encore une fois, le numérique apporte énormément puisqu'on peut travailler et revenir en arrière. Indéfiniment, oui. Indéfiniment. Si la modélisation que je fais de ma restauration, quelle qu'elle soit, ne me convient pas, je l'efface, je recommence à volonté, sans aucun risque d'altérer les données et donc sans aucun risque de perte de précision au niveau de la future restauration. Vous voyez ici, par exemple, le fichier numérique, modélisation d'un inlay-onlay sur cette dent numéro 26, qui en l'occurrence était une dent dépulpée. Eh bien, les outils numériques, je peux les utiliser à volonté et revenir en arrière. Je ne risque pas d'altérer mon fichier source, donc je vais pouvoir avoir une tranquillité de travail considérable. Alors, on parlait de nos amis orthodontistes, et là c'est une image, une illustration d'ailleurs de la fonction ortho du logiciel que j'ai l'habitude d'utiliser. Le stockage, chez nos amis orthodontistes, je ne sais pas si... Moi, je suis allé une fois voir une consoeur, et je vois dans sa salle de soins un placard, mais il y avait des centaines de cases avec les rangements des modèles, mais c'est une organisation colossale. Alors que là, les fichiers numériques, aujourd'hui, ça tient sur une petite clé USB, ça peut être transféré, ça peut être transmis. Ça simplifie énormément les étapes d'archivage. C'est clair qu'eux, ils avaient des placards pleins et puis ils ne retrouvaient jamais le bon modèle au bon endroit. Et puis c'était compliqué. Et puis, encore une fois, c'est un modèle. C'est-à-dire que si le modèle, malencontreusement, il tombe, il est cassé. Sans parler de la nécessité d'archiver d'un point de vue médico-légal pendant une durée très longue ces modèles. Et bien entendu, sur ces empreintes optiques, les orthodontistes et les techniciens spécialisés en orthodontie peuvent de façon numérique faire des setups, comme on le voit ici, et à partir de ces setups, soit lancer la fabrication d'aligneurs, puisque c'est devenu une grande mode en ce moment, soit tout simplement lancer la fabrication des arcs formés de façon robotisée. Enfin, on a beaucoup de possibilités maintenant en orthodontie. Alors, je vous parlais de la transmission des données. Alors, bien sûr, c'est intéressant parce que le stockage prend peu de place, mais en plus de ça, la transmission électronique est un atout indéniable dans la communication avec nos amis prothésistes. Ici, par exemple, le cas de la patiente pour laquelle je vous avais montré la corrélation des images pour le bridge antérieur. J'ai pu envoyer, donc, comme vous le voyez sur l'image à gauche, l'empreinte optique des préparations, l'empreinte optique du bridge provisoire, la photo de la patiente pour que le prothésiste puisse faire cette incrustation vidéo qu'on appelle du smile design. J'envoie tout ça via Internet au laboratoire. Moi qui étant à Paris, Éric Berger est à Metz. Donc il reçoit, mais dans la minute qui suit, les données sont au laboratoire. Il faut avoir les mêmes systèmes quand même. Il faut qu'il puisse lire mes données. Voilà, c'est bien évidemment, il faut que le prothésiste ait un système qui soit compatible avec les données qu'on va lui envoyer. Ces verrous sont en train de sauter très rapidement les uns après les autres. Oui. On a vraiment maintenant, avec la normalisation du STL, donc dans un format de fichier normalisé, la possibilité d'envoyer à tout laboratoire qui est équipé en numérique. Ça, ce n'est plus un vrai problème. Et lui, s'il voit quelque chose, il peut faire un retour, te dire l'empreinte optique, il y a un petit problème, ou autre, il y a des manques, des choses comme ça. C'est parfaitement ce que je voulais dire, c'est-à-dire que... Allez, on va faire encore une comparaison avec le monde du conventionnel. En technique conventionnelle, je mets mon bridge provisoire,
je renvoie la patiente chez elle et j'envoie mon empreinte conventionnelle au laboratoire qui va couler du plâtre et qui le lendemain va m'appeler en me disant « Christian, je suis embêté, tu as du tirage, voilà. il faut reprendre l'empreinte ». Ça veut dire qu'il faut que je reconvoque la patiente. Déposer le bridge, faire une anesthésie puisque là, ce sont des dents pulpées, reprendre l'empreinte, resceller le provisoire. Je en profite pour faire un petit tour à l'église, mettre un cierge parce que c'est quand même la deuxième fois que je prends mon empreinte. Renvoyer et espérer que tout va bien. Donc c'est compliqué, en fait, quand on l'a sous les yeux, des fois on ne voit pas des petits défauts. On a du négatif, on n'a pas du positif. Alors que là, non seulement j'ai du positif sous les yeux, donc déjà je peux me permettre de juger beaucoup plus facilement la qualité de mon empreinte optique, mais en plus si le prothésiste se rend compte que l'axe d'insertion n'est pas bon, qu'il y a une correction à faire, ma patiente est encore au fauteuil. Il m'appelle, il me dit « Christian, écoute, corrige un tout petit peu la face disto-vestibulaire de la 23, et je corrige. Je vais découper juste ce que j'ai changé, puisque tout le reste est inchangé, compléter mon empreinte optique en quelques secondes, et ça repart. Donc on a vraiment... Oui, à la minute pour y c'est voilà. Du sur-mesure. C'est du sur-mesure, c'est du gain de temps, c'est du confort de travail. Et ce que j'aime bien dire aussi, c'est qu'on a un outil qui bénéficie autant à l'équipe soignante, et j'aime bien le terme d'équipe soignante parce que j'inclus toujours nos assistantes dans le travail qu'on fait et nos prothésistes parce que c'est une vraie équipe. Ça simplifie le travail de l'équipe soignante, mais ça simplifie aussi la vie de nos patients. Et je ne connais pas beaucoup de progrès technologiques qui bénéficient aussi bien à l'un et à l'autre simultanément. C'est vraiment quelque chose de vraiment très sympa pour ça. Donc voilà encore un avantage de la transmission électronique des données. En fait, il faut qu'il y ait une véritable symbiose, comme avec les empreintes traditionnelles, entre le prothésiste et les chirurgiens dentistes. Mais il y a toujours eu cette... Il y a quand même une part, là, tu le traduis comme quelque chose qui est tout codifié ou autre, et ça je l'entends, mais quand même, il reste l'humain quand même qui intervient et toujours. Heureusement. Voilà, Et heureusement. Alors, on ne le gomme pas totalement. Non, bien sûr. Et en amont... Moi, je préviens mon prothésiste que je vais lui envoyer un fichier. Je ne lui envoie pas juste ça comme ça en disant « tiens, débrouille-toi avec ». Et il sait que vers 15h, je vais lui envoyer une empreinte. Je lui demande juste d'avoir la gentillesse de me prévenir s'il y a un problème. Voilà, on se synchronise, on a un vrai travail d'équipe. Encore une fois, j'aime bien cette notion de travail d'équipe, bien entendu. Alors, je vous ai montré tous les avantages. Il faut être honnête, il faut aussi voir un petit peu les inconvénients de l'empreinte optique. Alors les inconvénients, bien sûr, le premier inconvénient, c'est le coût d'acquisition. Ça reste des systèmes qui, pour certains, sont onéreux. Ça a baissé quand même pas mal. Les prix ont baissé. Parce que je vois l'ADF chaque année, on voit quand même que ça se démocratise. Voilà, les prix ont baissé. On a quand même une fluctuation qui va du simple au triple. Bon, alors, bien entendu, il faut le rapport qualité-prix est quelque chose qui est important. C'est-à-dire que il faut se rendre compte que dans notre profession, lorsqu'un industriel développe un produit, le coût de la recherche et développement est très important puisqu'on n'est pas un nombre aussi important d'utilisateurs qu'un fabricant de voitures ou un fabricant d'ordinateurs. Donc dans le coût de vente des dispositifs de prise d'empreinte optique, il y a bien évidemment aussi un coût de recherche et développement. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Tu peux donner une fourchette de prix peut-être Alors, les premières caméras, je pense qu'aujourd'hui, pour 20 000 €, on arrive à avoir des caméras qui tiennent très bien la route. Et ça peut aller jusqu'à 60 000 €. Alors attention, parce que dans ce prix, lorsqu'on va dans des montants plus importants, il n'y a pas que la caméra, il y a tout le logiciel de CFAO qui va avec. C'est-à-dire que la caméra seule, je pense qu'on va aller entre 20 et 40 000 € pour une caméra seule, et qu'après, en fonction de la technologie employée, en fonction d'autres paramètres qui seraient trop longs à citer ici, effectivement, on peut avoir des fluctuations. Et au point de vue longévité, je veux dire, il n'y a pas de souci. Alors c'est des choses qui... C'est un autre paramètre. La longévité... c'est en fonction du prix ou pas du tout? Non, je ne pense pas. Je pense que on a eu l'exemple, malheureusement, de grandes marques qui ont mis sur le marché des systèmes d'empreinte optique et ces systèmes ont disparu. Parce que ces marques en question n'ont pas réussi à les commercialiser suffisamment bien, parce qu'elles n'ont pas réussi à développer le système. Donc effectivement, moi j'ose à peine m'imaginer le praticien qui a fait l'acquisition d'un dispositif qui à l'époque coûtait plus de 40 000 € et qui se retrouve aujourd'hui avec rien d'autre qu'un bibelot à mettre dans sa salle d'attente. Donc c'est toujours
c'est toujours contrariant à cet endroit-là. C'est pour ça que je posais la question, parce que l'effort financier doit être fait, mais après, il ne faut pas remplir le placard, passer à une autre. C'est ça. Ce que je veux dire, il faut qu'il y ait une fiabilité et un investissement raisonnable pour les résultats que ça donne. Exactement. C'est peut-être la raison pour laquelle, sans citer de marque, parce qu'on se doit quand même d'être neutre dans nos propos. Tu peux citer plusieurs marques, mais citer plusieurs. Voilà, je pense qu'il faut en priorité s'orienter vers des systèmes qui ont quand même une certaine expérience et qui ont fait preuve de cette expérience, aussi bien dans le suivi que dans les mises à jour et dans les progrès qui ont pu être réalisés. Après, ça ne veut pas dire que les systèmes moins onéreux sont mauvais, mais c'est vrai que pour certains systèmes, je peux me poser la question de est-ce que dans 3-4 ans, la marque existera toujours? Est-ce qu'il y aura le service après-vente à la hauteur si jamais il y a un problème? Et moi, je me poserais plutôt la question de la facilité de l'emploi. C'est là, est-ce que toutes les marques sont à mettre au même niveau? Est-ce qu'il n'y a pas certaines qui sont beaucoup plus faciles? Parce que moi, je m'adresse toujours aux omnipraticiens. Oui, c'est vrai. L'omnipraticien, c'est là-dedans, il ne veut pas s'embêter la vie, il va avoir compris rapidement. Donc voilà, est-ce qu'il y en a qui sont beaucoup plus performantes de ce côté-là, quoi? C'est pas la caméra en elle-même qui va changer la donne, c'est le logiciel qui va l'accompagner. C'est-à-dire qu'il y a des logiciels qui sont très conviviaux, il y a des logiciels qui le sont un petit peu moins, mais honnêtement, tout ça, facile. De nos jours, je pense que la convivialité du logiciel, elle est présente quelle que soit la marque qui existe sur le marché, encore une fois. Donc oui, il y a ce coût d'acquisition. Il y a la période d'apprentissage, et dans cette courbe d'apprentissage, il faut faire la distinction entre l'empreinte optique seule, ce qu'on a dit tout à l'heure, et puis éventuellement la manipulation du logiciel. Quand on parle de logiciel, on utilise tous un logiciel de traitement de texte, et il faut savoir que ce logiciel de traitement de texte, quand on l'utilise quotidiennement pour rédiger nos lettres correspondances, on utilise à peine 3% de la capacité de ce logiciel de traitement de texte, quelle que soit la marque, encore une fois. Ce sont des logiciels qui sont très puissants et qu'on peut exploiter à des fins. Quand un étudiant rédige sa thèse, il va déjà exploiter beaucoup plus de capacité du logiciel de traitement de texte avec l'indexation des références bibliographiques, la création automatique d'une table des matières, d'une table des illustrations, ce qu'on ne fait pas de façon quotidienne. Eh bien, c'est la même chose pour un logiciel de CFAO. On va de façon quotidienne utiliser 5-10% du logiciel et puis dans certains cas un peu plus poussés, avoir besoin d'utiliser toute la capacité et tous les outils logiciels qu'on a à notre disposition. Donc la courbe d'apprentissage doit tenir compte de ces paramètres, bien évidemment. Et puis dans ces inconvénients, et j'ai mis volontairement la notion de motivation, c'est-à-dire quelle va être la motivation du praticien? Est-ce qu'il va être motivé à passer au numérique? Parce que quelqu'un de motivé fera l'effort financier et fera l'effort de la courbe d'apprentissage. Quelqu'un qui n'est pas motivé va très rapidement laisser tomber et revenir à ce qu'il sait faire. On a l'habitude, on est tous un petit peu, passez-moi le terme, mais pantouflards, et on a tous l'habitude de rester sur nos acquis et d'avoir un peu de mal de temps en temps à sortir de notre domaine de confort, de notre zone de confort. Et là, la motivation est quelque chose d'important. Alors le dernier point qui est important à prendre en considération, c'est la possibilité d'évolution. Parce que les dispositifs qu'on a, surtout lorsqu'il s'agit de CFAO direct, c'est-à-dire de la chaîne complète du numérique, eh bien, il faut voir quelle est la possibilité d'évoluer. Si aujourd'hui un praticien décide de passer au numérique et fait de l'empreinte optique, il va juste acquérir le système d'empreinte optique. Mais si demain ce même praticien se dit « oui, mais finalement, il y a des restaurations, je trouverais pratique de pouvoir les faire dans la séance. » Je pense en particulier aux inlay-onlay sur dents pulpées, parce que c'est vraiment une des indications majeures de la CFAO directe. Eh bien, si le système d'empreinte optique dont il a fait l'acquisition ne peut pas évoluer, il va être obligé de tout changer. Ah oui. Ben oui. Donc, alors, là aussi, dans l'acquisition, dans le raisonnement des praticiens qui souhaitent passer au numérique, il faut avoir en tête cette évolution et cette possibilité d'évolution ultérieure. Donc il faut même poser des questions avant quand même. Il y a une vigilance à avoir. Ben, je pense que pour tout investissement qui est loin d'être négligeable, il faut s'élaborer un petit peu son propre cahier des charges et ses besoins avant de dire je veux juste faire ci, je veux juste faire ça, quoi. Oui, tout à fait.
Donc voilà un peu les inconvénients. Avec les modifications dans la nomenclature et tout, la prise en compte des idées anglais, c'est séduisant comme système. Je pense effectivement que de nos jours... Il y a quand même une reconnaissance de ces actes-là qui n'existaient pas avant. On a une vraie évolution positive au niveau de la nomenclature. Alors, la base de remboursement a évolué. On est passé à 100 € pour ces restaurations-là. On a des restaurations, lorsqu'elles sont faites en composite, qui sont plafonnées, avec un reste à charge 0 pour les patients. Donc oui, effectivement, il y a eu une vraie avancée de ce côté-là aussi. On a une avancée qui mérite de progresser encore un petit peu, parce que je pense que lorsque la nomenclature a été établie, il y a eu une petite confusion sur la terminologie des inlays composites, vu qu'aujourd'hui en CFAO on peut faire aussi du composite et que ces matériaux-là ont des propriétés qui sont parfois même meilleures que celles des céramiques. Il y a eu une petite confusion, mais il y a du progrès, et c'est vrai que quand on a une lésion de grande taille et qu'on sait pertinemment que la meilleure solution pour notre patient c'est un inlay-onlay, aujourd'hui on va plus facilement pouvoir proposer un inlay-onlay à nos patients, en particulier lorsqu'il est fait par CFAO, parce que ça va être fait dans la séance. Et là, effectivement, le numérique va énormément apporter et va ouvrir des portes qui étaient pour l'instant encore assez fermées. Et la durée, là, tu l'évalues à combien? Par exemple, on prend un inlay avec un praticien, pas chevronné comme toi, mais disons quelqu'un qui commence à bien posséder le système, c'est une séance d'1 heure, 1 heure et quart. 1 heure, 1 heure et quart. En fonction de la complexité de la préparation, bien entendu, et en fonction de la situation des limites. S'il y a une situation sous-gingivale à gérer, une petite éviction gingivale, ça va mettre un petit peu plus de temps. Et quand je dis 1 heure et 1 heure et quart, c'est de A à Z, c'est entre le moment où le patient pose son manteau et le moment où il repart avec son manteau. Ça inclut l'anesthésie, ça inclut la préparation. La pause sous digue, en respectant toutes les règles. En 1 heure et quart, on est en mesure de faire des restaurations. Un temps d'usinage, ça dure combien là? C'est 10 minutes en usinage. 10 minutes c'est relativement rapide. Oui. Voilà, c'est relativement. Donc c'est quand même très, très intéressant quand on possède vraiment. C'est séduisant, c'est très séduisant. Et puis j'aime bien le dire un peu sur le ton humoristique, mais ça fait depuis 2002 que je fais de la CFAO. J'en suis à mon 6e système de la même marque. Je pense que si ça ne marchait pas, c'est que je suis vraiment très têtu. C'est parce que tu es fidèle, Christian. C'est possible aussi, c'est possible aussi. Fidèle. Et alors, pour parler plus sérieusement, c'est quand même, ça donne envie quand tu le décris comme ça. Combien de chirurgiens dentistes font de la CFAO actuellement en France? On n'est pas si nombreux que ça à faire de la CFAO complète. Donc la CFAO directe, on doit être de l'ordre de 2500, 3000 praticiens. Je ne pense pas qu'on soit plus. J'ai pas les dernières. C'est pas beaucoup quand même par rapport aux 37 000 libéraux. C'est pas beaucoup. C'est en train d'évoluer parce qu'il y a des praticiens qui sont passés à l'empreinte optique sans avoir la chaîne complète. L'empreinte optique, c'est beaucoup plus important. Là, je pense qu'on est plus nombreux. Alors, j'ai pas les chiffres, mais je sais que de très nombreux orthodontistes sont passés à l'empreinte optique. Donc déjà, on va augmenter le nombre à ce niveau-là. Et puis, il y a des praticiens qui sont très séduits par les possibilités de l'empreinte optique, sans avoir obligatoirement besoin de fabriquer sur place, parce qu'on n'a pas tous une âme de prothésiste. Certains ne trouvent aucun plaisir à faire eux-mêmes les pièces. Moi, j'éprouve beaucoup de bonheur à le faire parce que j'ai pris l'habitude de le faire et que j'aime bien maîtriser toute la chaîne, mais c'est purement personnel. C'est-à-dire que certains veulent rester dans « je prends l'empreinte » et le reste, c'est au prothésiste de le faire. Et heureusement. Mais on a des résultats quand même séduisants par ce moyen-là. Mais c'est pas précision et tout, je veux dire. C'est extraordinaire. Et encore, j'insiste sur le fait que c'est un travail d'équipe dans lequel j'inclus les prothésistes. Et aujourd'hui, si les prothésistes ont la possibilité de faire du numérique, si aujourd'hui on envoie des empreintes optiques aux prothésistes, c'est grâce au développement qu'a connu la CFAO, qui au début n'était que de la CFAO directe. Et c'est grâce au développement de la CFAO du cabinet qu'aujourd'hui on est en mesure d'envoyer au labo. Il ne faut pas que les prothésistes pensent qu'on leur prend le travail et que loin de là. Le dentiste va être indépendant. Loin de là. C'est un travail au contraire qui est en toute collaboration et qui leur a amené un plus. Exactement. Et c'est une vraie évolution de la profession, de notre profession de dentiste et de la profession de prothésiste. Aujourd'hui, les métiers évoluent et il faut en être conscient, bien évidemment. Si on veut prendre une analogie du monde non dentaire, lorsque les premiers robots sont apparus sur les chaînes de fabrication automobile, ça a été la révolution. Tout le monde pensait qu'il n'y aurait plus d'ouvriers, alors que c'est loin de là aujourd'hui. Ces machines ont besoin d'être pilotées, ont besoin d'être maintenues, des choses comme ça. Et aujourd'hui, quand on regarde les seules marques
qui fabriquent encore de façon artisanale leurs voitures, le coût de fabrication est supérieur au prix de vente des voitures en question. Donc ça veut dire tout simplement qu'il y a eu une évolution de la profession, et c'est ce qu'on vit, nous, dans notre profession aujourd'hui également. Alors, les prothésistes qui l'ont compris, ils se développent énormément. Oui. Ils ne restent pas seuls, ils travaillent beaucoup plus. En fait, moi, je le vois même dans les départements on l'a vu. Qui ne sont pas que parisiens, tu vois. Mais bien entendu. C'est ce qui se passe actuellement. Quand on parle des coûts d'acquisition d'un dispositif d'empreinte optique, il y a pour les prothésistes le coût d'acquisition du système de CAO, de FAO et de fabrication à proprement parler. Et là, la mutualisation des moyens en se regroupant va avoir exactement les mêmes effets chez les prothésistes que l'effet qu'on a eu dans les cabinets, où les cabinets de groupe utilisent qu'un seul cone beam pour X praticiens. Nous, dans notre cabinet, où on est aujourd'hui 9 praticiens, eh bien, on a 3 systèmes de prise d'empreinte optique, 3 usineuses. On n'a pas 9 systèmes. Oui. Donc, on a une mutualisation des moyens qui est, à mon avis, indispensable, étant donné les progrès technologiques et aujourd'hui les coûts d'acquisition des matériels, quels qu'ils soient, liés à notre profession. Tout à fait. Tous les investissements, c'est pareil, les regroupements et tout. Voilà, exactement. Alors on parlait des inconvénients. Alors sans parler vraiment d'inconvénients, je pense qu'on peut parler aussi des limites. Parce que l'empreinte optique, c'est bien beau, mais ça reste une technologie qui est, comme son nom l'indique, optique. Et une règle d'optique de base, c'est que la lumière se propage en ligne droite. Et quand la lumière se propage en ligne droite, vous ne pourrez enregistrer avec votre caméra que ce qui est visible. Donc si vous avez, par exemple, comme on le voit ici, des limites sous-gingivales, la caméra sera incapable d'aller enregistrer ces limites si au préalable, vous n'avez pas fait une éviction gingivale ou une déflexion gingivale à l'aide des systèmes conventionnels, pattes, coordonnées, peu importe. Regardez par exemple sur cette image. Ici, sur l'image de gauche, on a la situation intrabuccale d'une jeune patiente qui était atteinte d'amélogénèse imparfaite, d'où la qualité vraiment crayeuse de cet émail. Eh bien, je n'ai pas eu d'autre solution que de mettre un coordonné à la périphérie, coordonnées que j'ai volontairement choisi, très contrastées en termes de couleur par rapport à la dent pour qu'au niveau optique, je puisse vraiment faire la distinction des limites. Et j'ai pu de cette façon enregistrer la totalité de ma préparation, y compris des limites qui, comme on le voit très bien, sont très légèrement sous-gingivales à certains endroits. Donc voilà, ça veut dire que technologie optique veut dire aussi que, eh bien, il va falloir un tout petit peu modifier notre raisonnement. Si par exemple, regardez ici, dans ce cas où on essaye d'enregistrer une boîte proximale sur une deuxième molaire, eh bien, l'angle d'acquisition de la caméra, parce que certaines caméras ont un angle d'acquisition plus ou moins grand, bien fait qu'il y a une partie de la limite qui sera difficile à voir. Alors là, plusieurs possibilités. La première possibilité, ça va être de faire une très légère améloplastie de la face voisine, sous réserve bien entendu que l'épaisseur d'émail le permette, pour pouvoir aller enregistrer cette limite. Mais on a d'autres possibilités. On peut par exemple augmenter l'angle de dépouille de la boîte pour pouvoir orienter la caméra différemment et venir enregistrer un peu plus facilement. Et puis il y a une technique qui avait été décrite également, c'est le fait de surélever les limites de la préparation, de faire ce qu'on a appelé une remontée de marche, de sorte à rapprocher du faisceau optique les limites de préparation. Donc, ça veut tout simplement dire... En fait, on adapte la préparation au faisceau optique, quoi. Alors, ça veut dire que effectivement, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça parce qu'on n'aime pas adapter la clinique à l'outil qu'on utilise. Mais ça veut juste dire qu'il faut de temps en temps avoir en tête que même s'il n'y a pas de règles de préparation spécifiques à la CFAO, eh bien de temps en temps, ça peut être intéressant de modifier un tout petit peu notre façon de préparer pour pouvoir justement enregistrer avec précision. Alors, moi je me souviens, j'étais encore étudiant et j'allais suivre des cours du soir d'un professeur à la faculté et qui nous disait « Ah là là, ils nous cassent les pieds avec la digue, tu vas voir un jour, ils nous demanderont de prendre des empreintes sous digue. » C'était quelqu'un qui était assez réfractaire à la digue manifestement. Eh bien, regardez, aujourd'hui, grâce à la CFAO, eh ben, on va pouvoir prendre des empreintes sous digue. Alors l'intérêt, il est multiple ici sur ce cas. La mise en place de la digue m'a permis d'une part d'éliminer la restauration à l'amalgame sans avoir à ce que le patient ingère les particules d'amalgame. D'autre part, d'isoler la dent au moment de sa préparation parce que j'avais un doute sur la proximité pulpaire et un risque d'effraction pulpaire. Donc je voulais être déjà sous digue si cette effraction pulpaire venait à se produire.
Et puis en même temps, comme j'utilisais une digue assez épaisse et avec un trou de vraiment petit diamètre, eh bien la digue est venue plaquer la gencive et ça m'a permis d'isoler parfaitement toutes les limites de préparation et de prendre mon empreinte optique avec la digue en place et de réaliser ma restauration. C'est-à-dire que la digue a été mise au début du soin et n'a été retirée qu'à la fin du soin. Et pour les zones sous-gingivales, là, c'est ben voilà, la digue, elle a plaqué la gencive et comme on le voit très bien sur l'image, la face distale de la 45 avait besoin d'une restauration qui a été faite au composite, qui a été faite sous digue pendant que l'usineuse fabriquait l'inlay sur la 46. Pareil pour la face mésiale de la 47. Donc voilà, on optimise le temps. On n'a pas un temps mort pendant lequel le patient est malheureusement avec la digue en bouche sans problème. Donc ça fait partie des choses qui sont aujourd'hui possibles grâce aux techniques optiques et qui, bien entendu, n'étaient pas possibles au préalable en technique conventionnelle. Vous voyez ici le tracé des limites, il est vraiment très très simplifié. Alors une autre limite, c'est le fait que comme on est en technique optique, eh bien, on n'a pas de compression des tissus mous. Donc en empreinte complète ou en empreinte prothèse adjointe, pour des prothèses adjointes, on va pouvoir enregistrer la forme des arcades, mais on n'aura pas cet effet compressif. Donc aujourd'hui, il est très difficile de pouvoir réaliser des empreintes optiques en vue de réalisation de prothèses adjointes complètes. En vue de réalisation de prothèses adjointes partielles, on peut enregistrer avec une grande précision les tissus mous et les tissus durs. Et puis, il faudra malheureusement reprendre une empreinte, faire la technique fractionnée pour pouvoir avoir la compression des tissus mous et pouvoir réaliser des prothèses adjointes partielles ou voire des prothèses adjointes complètes. On a de la recherche qui est faite sur ce thème, en particulier un laboratoire qui travaille sur la base de données, c'est-à-dire qu'ils vont faire des valeurs statistiques de la compressivité des tissus en certaines zones en fonction de la morphologie des arcades, mais pour l'instant, on n'est pas encore complètement au point sur cette technique-là, même si on avance énormément. Une autre problématique de l'empreinte optique, c'est le fait qu'on est sur des grandes étendues. Si vous essayez d'enregistrer des arcades de grande étendue, étant donné que la fenêtre d'acquisition de la caméra, elle va prendre des petites zones et qu'elle va les mettre bout à bout, eh bien, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la distance qui sépare la 16 de la 26 sur cette arcade, ce n'est pas la ligne droite qui relie la 16 à la 26, c'est toute la courbe en passant par l'ensemble des dents. Donc, effectivement, à force de mettre bout à bout des portions d'image, on a le risque d'avoir un petit peu de distorsion au niveau du modèle. Alors, les algorithmes de calcul des empreintes optiques corrigent jusqu'à un certain niveau. Les grandes qualités des dernières générations de systèmes d'empreintes optiques permettent là aussi de minimiser ce risque. Et puis, on a bien entendu quelque chose qui est opérateur dépendant, parce que si le praticien passe rapidement sur les dents ou s'il prend du temps à passer, eh bien la qualité ne sera pas la même. Si le praticien prend bien le temps de tourner autour des différentes dents pour enregistrer les volumes, eh bien le risque d'erreur sera minimisé par rapport à un parcours qui ne respecte pas ce qu'on pourrait appeler un chemin de scannage, comme ça a été décrit pendant longtemps. Et puis, le dernier paramètre, c'est bien sûr la coopération du patient. On a tous eu des patients plus ou moins coopérants, et un patient qui est peu coopérant, on va avoir plus de mal à enregistrer une arcade complète qu'un patient coopérant, quelle que soit, là encore une fois, bien sûr, la technique employée. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a des distorsions possibles liées à cette concaténation des données, et que ça fait partie, malheureusement, aussi des limites de l'empreinte optique. Alors la notion d'économie tissulaire, moi, me tient particulièrement à cœur parce que justement, on a depuis cette fameuse courbe, ce fameux gradient thérapeutique qu'avaient décrit Jean-Pierre Attal et Gilles Tirlet en 2009, on sait qu'on va essayer d'être le moins invasif possible. Eh bien, aujourd'hui, qu'on peut, par exemple, réaliser des inlay-onlay sur dents dépulpées, on n'est plus obligé de passer systématiquement à la réalisation de couronne. Donc vous voyez qu'on a ici une dent qui a été traitée endodontiquement suite à une pulpite irréversible. Eh bien, cette dent-là présente toutes les caractéristiques qui permettent d'être restaurée par une restauration partielle, sans avoir besoin de passer toute la dent, passez-moi le terme au taille-crayon pour faire une couronne. Et là, on va pouvoir faire un inlay-onlay en traçant les limites de la préparation, en utilisant les outils logiciels qui permettent de modéliser la restauration,
tous ces outils numériques vont nous permettre vraiment d'avoir une morphologie occlusale qui est fonctionnelle, d'avoir des pièces qui sont vraiment parfaitement adaptées à la restauration à réaliser. On a maintenant des biomatériaux de dernière génération qui sont vraiment intéressants, qui sont innovants, comme ces matériaux qu'on pourrait appeler des composites usinables, qu'on pourrait appeler des céramiques hybrides, quel que soit le terme que vous voulez, mais qui sont des matériaux intéressants. On va utiliser ces matériaux, on va pouvoir usiner sur place, caractériser éventuellement la restauration, plus ou moins caractérisée en fonction des exigences esthétiques et du patient et du praticien. Assembler tout ça dans la séance, et là c'est quelque chose d'intéressant, et réaliser la restauration dans la séance. Donc tu vois Joël, tu me disais les inlay onlay, oui effectivement je pense que les inlay onlay font partie des restaurations qui sont les plus intéressantes par CFAO. Alors allons plus loin, on peut appliquer ça en dentisterie pédiatrique. Et ce qu'on a fait depuis des années, puisque la CFAO Direct permettait surtout de faire des inlay onlay, et bien avec Elisabeth Dursin, on a eu l'idée de développer ça aussi pour la pédo. Et c'est vrai que quand on regarde ces coiffes pédodontiques métalliques préformées, c'est pas très très joli. Et que quand la perte de substance, comme on le voit ici, n'est pas si importante que ça, et bien pourquoi pas faire un inlay onlay pédiatrique et réaliser sur des dents lactéales des restaurations qui seront tout aussi fonctionnelles. Il y a une différence entre les pédiatriques ou autres? Non. Non, c'est juste que là, on s'applique aux dents lactéales, tout simplement. C'est tout, voilà. Et avec des matériaux, encore une fois, qui sont faciles à mettre en œuvre, ici des composites usinables, avec un protocole d'assemblage qui pourra être simplifié, puisque la durée de vie sur l'arcade de la dent est plus courte que pour une dent permanente, on peut faire des restaurations qui sont quand même beaucoup plus esthétique, moins mutilante pour la dent et tout à fait réalisable dans la séance, ce qui est un atout, encore une fois, majeur pour ça. Et chez l'enfant, ça ne pose pas de problème? Au contraire, chez l'enfant, prendre une empreinte avec une caméra, l'enfant est plus que coopérant, parce qu'il a presque l'impression qu'on fait du jeu vidéo dans sa bouche, donc il est vraiment très très coopérant, donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Alors d'autres restaurations qui sont intéressantes de faire par CFAO, ce sont les tabletops. Donc ces tabletops, ces facettes occlusales telles les avaient décrites et Pascal Magne et tous les autres dentistes qui développent ces techniques et qui traitent en particulier les érosions, parce que c'est surtout dans les érosions qu'on les voit. Eh bien, pour ces restaurations, on sait que le composite est un matériau de choix. Et maintenant qu'on a à notre disposition des composites usinables, eh bien, on va pouvoir, dans les cas d'érosion comme ici, pouvoir réaliser ces restaurations en composite et avoir une bonne pérennité de nos restaurations. Quand on fait des... Quel est l'intérêt alors de faire un composite là? Alors là, ici, l'intérêt, c'est qu'on va être sur des épaisseurs très fines. D'accord. Tu vois, Joël, par exemple, ici, lorsqu'on fait des composites juste pour venir combler les pertes de substance, on va avoir face à un problème qui est important, c'est que le composite a un module d'élasticité faible et l'émail à côté a un module d'élasticité élevé. Donc lorsqu'il va y avoir des contraintes occlusales, on va avoir malheureusement cet émail qui va s'altérer au niveau du joint. Et ces obturations de petite taille sur la face occlusale vont rapidement s'altérer. D'ailleurs, on l'a tous constaté parce que, bien évidemment, on essaye d'être économe en tissu dentaire. Donc, en première intention, on va mettre des composites sur les faces occlusales des dents érodées. Mais on se rend compte que ces restaurations ne tiennent pas longtemps. Et là, si on va, quitte à être un tout petit peu plus mutilant, recouvrir la totalité de la face occlusale avec un matériau qui peut être usiné en très fine épaisseur, d'où l'intérêt du composite usinable, justement, et bien là, par CFAO, on va pouvoir, dans la séance, prendre l'empreinte, réaliser cette restauration, éventuellement la caractériser un petit peu avec des maquillants de surface. Et voilà ce qu'on obtient dans la séance. Donc, c'est-à-dire que la dent à protéger, il n'y a pas besoin de faire de temporisation. On va pouvoir, dans la séance, restaurer la dent et coller une restauration de très fine épaisseur et donc être le moins invasif possible avec en contrepartie une très bonne pérennité de nos restaurations. Donc un résultat final qui est quand même plus que satisfaisant. Oui. Les facettes vestibulaires, on peut les faire par CFAO parce que la question c'est quand même jusqu'où peut-on aller. Alors on peut aller faire des facettes vestibulaires. C'était l'objet de notre c'était quand même l'objet de l'échange. J'ai l'impression que tu nous vends tout, là. On va arriver à tout faire avec ça et donc je suis un peu inquiet. Je vais vous donner des limites quand même. Je me suis dit ceux qui ne le font pas, alors, ils sont à côté de la plaque. Non, mais ce qu'il faut savoir, alors bien sûr on peut faire aussi des facettes vestibulaires. Ici par exemple le cas d'une patiente qui avait une demande esthétique au niveau de cette incisive risiforme. Le protocole, il est classique. On va faire un mock-up, un wax-up suivi d'un mock-up. La patiente va valider ce mock-up.
Et puis là, le numérique va apporter un avantage important, c'est qu'on va pouvoir prendre une empreinte optique de ce mock-up directement dans la bouche de la patiente. On va bien sûr prendre l'antagoniste et l'occlusion. Et puis après, on va faire nos préparations. Préparation classique, préparation contrôlée et calibrée à travers le mock-up. Donc ça, c'est des règles classiques de préparation. Une fois que la dent est préparée, je vais pouvoir prendre une empreinte optique du secteur préparé. Et là, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai donné beaucoup d'exemples en début de ce qu'on pouvait faire, mais là, au niveau de la modélisation, je vais pouvoir faire la fameuse corrélation avec la situation du mock-up. Et donc, je vais pouvoir créer ma facette finale comme un copier-coller du mock-up. Et comme la patiente avait validé ma facette initialement, elle va obligatoirement valider ma facette d'usage. Et donc, je vais me simplifier la vie au niveau de la modélisation de la restauration. Je vais pouvoir usiner dans un bloc de céramique, ici des céramiques avec un dégradé de saturation et de translucidité, ma restauration. Voilà ce que ça donne brut d'usinage. Alors, bien sûr, il y a un petit peu de caractérisation, un peu de maquillage, des choses comme ça qui sont faites. Ça passe au four. Et dans la même séance, je suis en mesure de réaliser une facette vestibulaire fine, vous voyez, 0,7 mm, 7 dixièmes d'épaisseur, qui sera collée directement avec un protocole d'assemblage classique. Et voilà le résultat final. Donc oui, on peut le faire. Alors bien entendu, ça demande un petit peu d'expérience, ça demande l'expérience de la réalisation des facettes en général. Et puis ça demande un petit peu d'expérience au niveau de la manipulation du logiciel de CFAO. Mais les facettes sont vraiment des restaurations qui sont particulièrement faciles à réaliser avec la CFAO. Et bien entendu, la patiente ne peut que valider puisque c'est un copier-coller du mock-up qui avait été fait initialement. En implantologie aussi, on a d'énormes intérêts et d'énormes avantages. On peut aller très loin. Ici, j'aime beaucoup ce cas que j'avais le plaisir de traiter avec Nicolas Boutin et Bernard Canas de la Sapo Implant, puisque c'est un cas d'extraction-implantation immédiate. Et là, l'empreinte de l'implant, c'est quelque chose qui est fait de façon optique. Donc, il n'y a pas de sollicitation mécanique de l'implant qui vient d'être posé. Et en plus de ça, il n'y a pas de risque d'avoir de la pâte à empreinte qui vient se glisser dans la chirurgie, dans les fils, dans le site chirurgical. L'empreinte, vous voyez, elle est même prise au bloc, juste après la pose de l'implant. Et avec cette empreinte optique, on a été en mesure de modéliser une restauration de temporisation, donc une mise en esthétique immédiate, avec tous les outils numériques qu'on a à notre disposition. La pièce a été usinée pendant que la patiente était encore au cabinet, pendant qu'elle était encore au fauteuil, un petit peu de caractérisation. Et voilà le résultat final immédiat, c'est-à-dire que la patiente est venue avec une dent et elle est repartie avec une dent. À aucun moment, elle est sortie du cabinet avec un édentement particulièrement inesthétique. Mais là, c'est tellement bien fait qu'elle ne va pas revenir, la patiente. Alors, je n'aime pas cet argument. Tu as un peu raison, mais j'aime pas l'argument. J'aime pas cet argument parce que je pense qu'on se doit de montrer à nos patients qu'on est capable de faire déjà des choses très jolies avec des provisoires pour les rassurer sur la prothèse finale. J'ai très bien compris, mais voilà. Là, c'est encore la restauration de temporisation qui est en place et on voit qu'on a un superbe résultat à 4 mois avec en plus un berceau gingival qui est plus qu'optimal pour la réalisation de la future prothèse. Alors, je vous ai montré des choses qu'on pouvait faire au cabinet et vous vous rappelez le bridge dont je vous ai parlé. Voilà le cas un petit peu plus détaillé. Cette patiente pour laquelle il fallait retirer les 2 incisives centrales qui étaient en phase parodontale terminale. Préparation des latérales et des canines parce qu'il y avait des pertes de substance, des restaurations déjà anciennes à renouveler sur ces dents-là. Eh bien, je prends l'empreinte des préparations, je fais le provisoire, je prends l'empreinte du provisoire par isomoulage, tout simplement. Et encore une fois, je vais pouvoir corréler ces données puisqu'il y a des parties qui sont communes aux deux. Et j'envoie tout ça au prothésiste. Et là, c'est vrai que le prothésiste se régale quand on lui envoie ces données et qui peut travailler. C'est parti. Je vous disais, il est à Metz, je suis à Paris. Ça a été fait rapide. Le labo va pouvoir réaliser l'infrastructure. Alors, c'est un autre cas, c'est juste pour l'illustration, mais il va pouvoir réaliser l'infrastructure, va pouvoir faire sa stratification, donc vraiment exprimer au maximum tout son art. Et c'est pour ça que je continue avec beaucoup de plaisir à travailler avec des prothésistes. Voilà le travail final. Donc là, le cas de la patiente, voilà le travail final qui m'est envoyé par Chronopost. Il n'y a qu'un seul trajet entre le labo et mon cabinet. Oui, tout le reste, c'est du flux numérique. Et j'ai pu mettre directement en finition directe ce bridge pour ma patiente qui ne pouvait être que satisfaite puisque j'avais une copie conforme de ce qu'elle avait déjà en termes et de situation initiale et de bridge provisoire. Alors oui, l'expérience clinique joue énormément.
lorsqu'on arrive à traiter des cas comme celui-ci, et c'est vrai que je suis à chaque fois ému quand je vois ces photos, parce que c'était une jeune patiente qui était atteinte d'amylogénèse imparfaite, et quand on voit la situation de départ ici, et quand on sait ce qu'on a réussi à faire, c'est quelque chose de particulièrement intéressant. Mais voilà, lorsqu'on maîtrise un outil, lorsqu'on maîtrise une technique, on peut partir d'une situation de départ qui est celle-ci, pour arriver à une situation finale qui est celle-ci, sachant que tout a été fait par CFAO, et dans la mesure où la patiente n'était disponible que les samedis et qu'on avait vraiment envie de lui faire son traitement, la pauvre, elle était en première, elle avait le bac français à la fin de l'année, où il y avait un oral, à l'époque ils avaient encore des oraux, et on était content de pouvoir lui proposer cette situation-là. Alors elle a joué le jeu, hein. Elle est restée, c'était des séances marathon du samedi complet, mais voilà, on peut aller très loin. Après, je pense que ça, c'est quand même réservé à des praticiens qui ont une vraie expérience, pas que de la machine et du système, mais qui ont une vraie expérience aussi de comment caractériser des dents, comment avoir un vrai rendu naturel des dents. Et puis comment c'est artistique, là, c'est artistique. Oui, il y a quand même un certain savoir-faire derrière pour pouvoir arriver à un résultat comme celui-ci. Voilà. Tout ce que tu nous montres, c'est très séduisant, mais moi, je voudrais une simple question. Je suis omnipraticien, j'ai entendu parler de la CFAO, je veux m'y mettre. Oui. Qu'est-ce que c'est que je dois faire? Par quoi je commence? Et comment je procède? Voilà. C'est du pratico-pratique, tu vois. C'est une très très bonne question. Moi, c'est vraiment du terre-à-terre. Voilà, le reste, après, c'est séduisant. Je ne parle pas des cas d'amylogénèse imparfaite. Non, ça c'est vraiment ça, parce que là, on peut aller très loin. Voilà, je comprends très bien que tu arrives à le faire, mais au bout de X années. Mais je suis omnipraticien, voilà. On a parlé du cas des Iliondelais tout à l'heure. Donc déjà, commencer avec qu'est-ce que je dois faire et comment je dois m'y mettre. Voilà. C'est très simple. Si tu veux faire de la CFAO, donc direct, c'est-à-dire réaliser toi-même tes Iliondelais, bon, bien sûr, il faut faire l'acquisition du matériel. Il y a toujours une prise en main qui est faite par le fabricant, quelle que soit la marque, parce qu'il est impensable de te donner la machine et de te dire débrouille-toi avec. Mais c'est pareil quand tu achètes une voiture, hein, il te montre où est la clé de contact, où est le clignotant et où est la boîte le levier de vitesse. Donc c'est pareil. Donc il y a une prise en main. Après, les règles de préparation pour Inlay et les autres restaurations ne changent pas. Donc il n'y a pas une grosse adaptation à l'outil numérique. Et puis je pense qu'au début, il faut savoir prendre le temps. Mon premier inlay, j'ai mis 2 heures à le faire. Et j'ai pas honte à le dire. Et puis après, progressivement, je trouvais plus facilement les différents outils, j'étais plus à l'aise avec l'outil. Et maintenant, ça va plus vite. Donc, c'est pas très très compliqué. Il faut connaître les matériaux. C'est pour ça que je me passionne avec les biomatériaux, parce qu'on maîtrisera d'autant plus nos restaurations qu'on maîtrise les matériaux qu'on utilise. Et savoir pourquoi on peut utiliser tel matériau dans telle indication, comment coller tel matériau, ça c'est quelque chose d'important. Et puis après, il faut se lancer, il faut juste avoir le courage de se lancer. Je crois qu'il y a un vrai désir, parce que je crois que l'étape intermédiaire, c'est de passer déjà avec le flux numérique, avec le prothésiste. Oui, exact. Hein, c'est déjà la première phase. Quoi. Je pense que c'est... Je crois que là, il n'y a aucune réserve à avoir, il faut y aller. Là, il faut, mais bien sûr, mais je suis d'ailleurs surpris que ça ne se développe pas plus rapidement. Oui. Je ne sais pas. Et moi, je croyais qu'on était en retard, on en parlait en aparté avant la réunion. Au niveau de la FDI à laquelle tu as participé, on avait échangé notamment avec les Japonais, les Allemands et tout ça, et je me suis rendu compte que leur pourcentage était aussi... les Allemands peut-être un peu plus, les Allemands, il y a mais au niveau des Japonais, j'avais été stupéfait de voir qu'ils n'étaient pas du tout en avance sur nous. Quoi. Il y a quand même de peu de cabinets, on parle de 6 000, 10 000, on est quand même 37 000 libéraux, hein, il faut le rappeler. À se demander où est le frein. Est-ce que c'est un frein psychologique de la part des praticiens? Est-ce que c'est un frein qui est lié peut-être à la codification des actes et à la nomenclature? Est-ce que c'est un frein qui est lié au coût d'acquisition? C'est très difficile de savoir. Il y a des pays, on parlait de l'Allemagne, on parle du Canada, où la CFAO est très développée. La Suisse, je crois qu'ils sont quand même bien en avance aussi. Je n'ai pas d'explication. Je suis à chaque fois surpris qu'il n'y ait pas plus de développement de tout ça, effectivement. Ouais, c'est un peu choquant. C'est un peu... Enfin, choquant. Surprenant, on va dire ça comme ça. Après, en conclusion, ce qu'on peut dire, et c'est un petit peu le message que je voulais faire passer à travers cette présentation, c'est que en fait, c'est plus que juste une alternative aux techniques modernes de la CFAO. On simplifie une grande partie de nos gestes cliniques. Et puis surtout, il faut savoir, pour pouvoir maîtriser l'utilisation d'un outil, quel qu'il soit, il faut en comprendre le fonctionnement. C'est pour ça que j'ai pris un petit peu de temps à expliquer les différents maillons de la chaîne numérique. Il faut connaître les avantages et les limites. Et j'ai vraiment insisté sur le mot « actuel » parce qu'il y a un paquet de verrous qui vont sauter avec les progrès technologiques qu'on va rencontrer. Et
en conclusion, je pense que c'est lancez-vous, il faut y aller. Maintenant, on a une technologie qui est au point. On a quelque chose qui n'est plus un outil comme on le disait auparavant. Avant, c'était un outil, la CFAO. Aujourd'hui, la CFAO fait vraiment partie intégrante de notre pratique. Et je pense qu'il faut, comme le disait très bien François Duret il y a quelques années, il faut éviter de rater le train qui est en train de passer les gares de plus en plus vite, les gares les unes après les autres. Il ne faut pas rester sur le quai. N'ayons pas peur de la CFAO, mettons-nous-y et ça n'apportera que les avantages, Exactement. surtout avec les inlandais, comme on l'a vu. Avec les restaurations et tout. simples pour commencer, les inlandais, pour certaines couronnes pour commencer, oui, tout à fait. Bon, mais Christian, je te remercie quand même pour cet exposé qui a été très clair. Je pense que ça donne envie et appétit. J'espère. J'espère. Donc, après, je vais rappeler que le congrès de l'ADF cette année aura bien lieu. Hein. Oui. Et de toute façon, même si la forme est peut-être un peu différente à cause des contraintes sanitaires, sachez bien qu'on a une volonté farouche. Oui. D'ailleurs, on a un conseil scientifique qui va commencer là tout de suite, dans très peu de temps. Et on va mettre un petit peu à lumière toutes les séances qui doivent être adaptées par rapport au congrès de l'an dernier. Adapter tout ça. Donc ça sera un grand congrès, c'est sûr et certain. Voilà. Donc, je vous remercie. Je rappelle que il y a un léger différé de ce live puisque à cause du couvre-feu, on l'a enregistré, il passera ce soir, mais Christian répondra pendant le... Voilà. Je serai présent ce soir à la diffusion. En même temps, tu vas voir la prestation que tu as faite. Ça me permettra de me juger déjà. Tu me diras si tu as été content de toi ou pas. Et puis surtout, j'aurai la possibilité de répondre au fur et à mesure que les questions apparaissent sur le petit chat d'échange qu'il y a. Alors, surtout, n'hésitez pas à poser des questions, soyez curieux et Christian est là pour vous répondre. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, je vous dis à bientôt. À très bientôt. Et prenez soin de vous. Voilà. Merci.